Pour repréciser un petit peu le déroulé de cette heure que nous allons passer ensemble, nous aurons un premier mot d'accueil par Alexandre Laurent, donc, qui est adjoint au Bureau de l'économie sociale et solidaire et de l'investissement à impact à la Direction générale du Trésor, qui ouvrira ce webinaire. Puis une présentation de l'Avise et de ses missions par Michael Barth, responsable du pôle consolidation et changement d'échelle à l'Avise. Nous aurons ensuite donc, une introduction aux bases du financement européen avec Valérie Buzine, directrice du cabinet Welcome Europe. Ensuite, donc, Armelle Ledan fera un zoom sur l'initiative FSE Innovation Sociale Plus et sur une partie du programme EASY. Donc, je vous rappelle, consultante en affaires européennes, innovation sociale, migration et FSE. Pour ma part, je me chargerai de vous présenter la cartographie et ses fiches pratiques, donc l'outil qui sera publié à l'issue de ce webinaire. J'essaierai d'être assez synthétique. Le programme est assez chargé, mais voilà, pour vous montrer un petit peu les différentes parties qui composent le document. Et puis, nous aurons un retour d'expérience de Bernadette Ruegera, qui est la directrice de l'association Icambéré, association donc bénéficiaire du fonds Asile, Migration et Intégration, qui pourra un petit peu nous en dire plus sur l'obtention d'un financement européen. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alexandre Laurent pour le mot d'accueil. Bonjour à toutes et tous. Enchanté, Alexandre Laurent. Moi, je travaille dans un bureau chargé de l'ESS et de l'investissement impact au ministère de l'économie. Je peux vous dire un peu quelle est notre vision sur les financements européens à partir de quelques constats. Donc, nous, notre bureau, on a un double rôle. Qui est d'abord celui d'assurer l'animation de l'écosystème de l'ESS, enfin, pour ce qui relève de l'État. Et donc, on a des agents déconcentrés dans les territoires. On assure la politique publique des PTCE, des pôles territoriaux de coopération économique. Au niveau national, on assure le lien entre l'écosystème ESS et l'État avec le Conseil supérieur de l'ESS. Et puis, au-delà de cette fonction d'animation, on travaille aussi au sujet du financement de l'économie sociale et solidaire. Alors là, c'est plutôt au niveau national qu'européen, mais on travaille sur des outils comme le pilotage de l'agrément ESUS, que vous connaissez peut-être, la mise en place de contrats à impact, voilà, dans l'objectif, bien sûr, d'amplifier les financements de l'État vers les structures de l'ESS. Alors, on n'est pas directement en charge de la gestion de fonds européens, mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, évidemment, parce que on se rend compte qu'il y a des financements qui sont importants, que parallèlement, les financements de l'État sont très contraints en ce moment. Donc, on essaie d'essayer de tirer profit de toutes les opportunités qui peuvent exister pour renforcer l'écosystème français de l'économie sociale et solidaire. Moi, je peux vous parler rapidement de comment on le voit, qu'est-ce qu'on fait nous au niveau européen avant de passer sur le cadre national. C'est vrai que, alors moi, depuis que je suis arrivé dans ce bureau, ce qu'on voit au niveau européen, c'est qu'il y a une forte, il y a un fort dynamisme pour l'ESS et pour le sujet des financements. C'est vrai qu'on a une configuration qui est assez inédite de la dernière Commission européenne qui a mis beaucoup d'efforts sur le sujet, notamment avec un commissaire à l'emploi qui était Nicolas Schmit, qui a été extrêmement volontariste. On a eu un plan d'action pour l'ESS qui a été mis en place en 2021. On a eu ensuite une recommandation du Conseil pour les États membres. Donc ça, c'est un texte que nous-mêmes, États membres, avons négocié et qui ensuite demande en fait à l'ensemble des États membres de mettre plus d'efforts sur l'ESS et notamment sur les financements. On voit aussi que c'est au cours de cette commission qu'a été mis en place pour la première fois
qu'on a tenté d'orienter les fonds structurels et notamment le FSE vers l'innovation sociale. Voilà, une vraie dynamique que nous, on aimerait poursuivre et c'est pour ça que nous, on fait un peu du lobbying au niveau européen pour qu'on continue dans cette dynamique, qu'on ait encore un nouveau commissaire qui soit chargé spécifiquement du sujet de l'économie sociale et solidaire, qu'on ait des financements qui soient de plus en plus mieux ciblés vers l'économie sociale et solidaire, donc des financements potentiellement spécifiques sur ce sujet-là, des financements qui essayent de toucher davantage les petits acteurs. On sait que les financements européens ne sont pas forcément adaptés aussi à la logique de consortium qui est en général privilégiée par l'ESS. Donc voilà, ça c'est un certain nombre de sujets et on sait qu'on a beaucoup d'États membres qui sont favorables aussi. Donc c'est des sujets qu'on va mettre à l'agenda de la prochaine commission. Un autre sujet qui est extrêmement important, mais qui est plus peut-être de long terme, c'est le sujet des aides d'État et de faire en sorte qu'on reconnaisse en fait au niveau européen le fait que les structures de l'économie sociale et solidaire, et notamment les entreprises sociales, par exemple les ESUS en France, ont un modèle économique spécifique qui n'est pas modèle économique le même modèle que les PME, et que par conséquent, elles ont besoin de financement tout au long de leur durée de vie et pas seulement au début. Donc ça, c'est un vrai sujet qui, à terme, pourrait permettre de débloquer beaucoup plus de financement pour les structures de l'ESS. Alors ça, c'est au niveau européen. Au niveau, ensuite, ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce qu'il y a une dynamique qui est très forte au niveau européen que ces financements arrivent directement au niveau français de manière fluide. Et ça, c'est un problème qu'on essaie euh, de, de résoudre. En tout cas, c'est un sujet qu'on a eu notamment qu'on a travaillé au niveau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, essayer d'identifier les freins qui font que c'est pas facile pour des structures de l'ESS de demander des financements européens. C'est vrai qu'il y a il y a tout simplement, dès le début, un problème de suivi statistique, que ce soit au niveau de l'État ou des autorités de gestion. On a du mal à dire aujourd'hui combien de financements européens vont au profit de structures de l'ESS. Aussi parce que c'est difficile, de façon générale, d'identifier quels fonds vont à des structures de l'ESS en France aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, on voit qu'il y a un problème, en tout cas, de connaissance déjà de ce qui se fait, un problème un peu de lisibilité aussi des appels à projets qui sont faits à destination de l'ESS, de prévisibilité. C'est pas facile pour des acteurs de savoir dans les 6 prochains mois quels vont être les appels à projets qui vont sortir pour les structures de l'ESS. Après, on sait qu'avec les fonds européens, il y a toujours des sujets ensuite de trésorerie, que c'est des financements qui arrivent après et donc qui peuvent ne pas être évidents à gérer. Pareil au niveau des audits, qui peuvent poser des problèmes. Donc tout ça, ce sont des sujets qui existent pour tout le monde, mais je pense qu'ils peuvent être particulièrement difficiles pour des petits acteurs, notamment. Et donc nous, on travaille à essayer de limiter ces freins. Et la première chose qu'on va essayer de faire en discussion avec les autres ministères et avec les autres autorités de gestion aussi, c'est déjà d'assurer une plus grande transparence de ces fonds et surtout voilà, essayer d'être capable de dire exactement aujourd'hui quelle structure de l'ESS bénéficie de financement et à partir de là, comment les amplifier. Et donc, voilà, c'est un travail qu'on mène. Ça, c'est peut-être pour 2021-2027, donc cette période du budget européen. Et dans un deuxième temps, réfléchir à des outils qui permettront de manière plus puissante de toucher l'ESS. Donc voilà ce qu'on fait un peu au niveau de l'État sur ces sujets-là, en tout cas pour ceux comme nous qui ne gérons pas directement des financements européens. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau effectivement de l'État, au niveau des autorités de gestion, mais ce qu'on voit, c'est peut-être aussi au niveau des acteurs, c'est pas forcément évident, mais voilà, on voit qu'au niveau France, on a souvent du mal, on est mal aussi acculturé à la culture européenne. Je sais que il y a des choses qui ont été faites. Moi, par exemple, j'avais accompagné
la CRES PACA à Bruxelles, qui avait mis en place un programme grâce à Erasmus+, pour accompagner des pôles territoriaux de coopération économique à Bruxelles, rencontrer les acteurs de la Commission, comprendre comment fonctionnent les institutions européennes. Rien que ça, en fait, c'est extrêmement utile pour derrière réfléchir à se lancer dans un projet européen, dans un financement européen. Donc ça, c'est bien. Je sais que faut voir aussi ce qui se fait à côté. Je sais que nos partenaires espagnols sont parfois un peu meilleurs, un peu plus pragmatiques dans la manière dont ils réfléchissent, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément réfléchir à avoir leur projet européen et à le caler dans les clous de ce qui existe au niveau des instruments de financement, mais ils vont regarder d'abord ce qui existe au niveau des outils de financement et ils vont créer leur projet à partir des contraintes qui sont fixées au niveau européen. Donc, c'est pas forcément évident ou extrêmement intuitif quand on a déjà son projet, forcément, mais c'est vrai que, in fine, ils arrivent parfois à mieux s'en sortir que nous. Donc voilà, donc, tout simplement pour conclure et lancer la suite, bah, vous rappeler que c'est un travail collectif. État, autorité de gestion, acteurs et pour qu'on soit plus fort dans ce domaine-là, je pense que c'est un travail de long terme, mais que voilà, on va collectivement, dans le bon sens. Merci et bon webinaire à tous. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil. Effectivement, c'est un travail collectif qui nécessite de l'accompagnement, de l'outillage, et c'est aussi pour ça qu'on est toutes et tous présents aujourd'hui. Euh, Avant de démarrer la présentation de l'AVIS et de ses missions, on vous propose de faire connaissance avec quelques petites questions sur le sondage qui va s'afficher à l'écran. Donc, les 3 questions vont s'afficher en même temps. Voilà, donc normalement, vous devriez les voir à présent. Donc, on souhaiterait savoir quel type d'acteur est présent parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un porteur de projet de l'ESS, un porteur de projet hors ESS, un accompagnateur de projet, financeur, une collectivité ou autre? Je vais vous laisser quelques instants pour répondre à chaque question. Ça fait quoi? Ça nous fait quoi? La seconde question qui concerne donc comment vous situez-vous vis-à-vis des financements européens? Est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou confirmé? Et puis enfin, la dernière question, quelle est votre expérience des financements européens? Est-ce que vous n'avez jamais candidaté à un financement européen? Est-ce que vous l'avez déjà fait mais vous n'avez pas été retenu? Est-ce que vous avez déjà été retenu et le projet est encore en cours? Ou est-ce que vous avez déjà obtenu un financement européen, disons, jusqu'au versement de la subvention européenne, dans la mesure où le projet est considéré comme terminé? Voilà, donc vous êtes 80% à avoir répondu. Donc aujourd'hui, nous sommes... Hop, j'attends encore quelques secondes. Donc, nous sommes accompagnés d'une majorité de porteurs de projets de l'ESS aujourd'hui. Plutôt donc, qui se situe plutôt de façon débutante au niveau des financements européens, mais également intermédiaire qui arrive derrière. Et puis, au niveau de l'expérience de financement européen, qui n'ont pas encore candidaté à un financement ou quand même quelques-uns et quelques-unes qui ont déjà obtenu donc jusqu'au projet terminé. Voilà, donc je partage les résultats. Quelques instants. J'en profite également pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur le replay, en replay sur notre chaîne YouTube Avise, et également qu'on vous partagera le support de présentation que vous voyez juste ici. Voilà, donc je vais arrêter le partage et je vais laisser la parole à Michael Barth pour la présentation de l'Avise et de ses missions. Merci Marina, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais dire un petit mot très rapide sur la VIS 2 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque la VIS
héberge ce webinaire ce matin. Donc, la VIS, c'est quoi? C'est une association d'intérêt général qui vise à développer l'économie sociale et solidaire en France. Donc, très concrètement, on est une trentaine de personnes basées à Paris. On n'a pas de petit avis sur les territoires. Voilà, notre scope d'action, c'est plutôt national. Et on est aussi reconnu depuis quelques années, ce qu'on appelle centre de compétences sur les questions d'innovation sociale par la Commission européenne directement. Et donc, aujourd'hui, il y a un centre de compétences dans chaque pays européen. Donc, en France, c'est la VISE. Et donc, voilà, on voit que la stratégie européenne, il y a des financements, on va vous les présenter aujourd'hui. Et puis, il y a aussi donc, de l'accompagnement qui est mis en place. Bon, la VISE existe depuis 20 ans, mais on voit que ça bouge au niveau européen. Donc, nos différents métiers, le premier, c'est d'outiller, donc de faire monter en puissance l'écosystème dans sa globalité. Il y a plus de 800 ressources sur le portail avise.org. Pardon, je vais essayer de parler plus fort. Il y a plus de 800 ressources sur le portail avis.org. Et donc, le métier d'outillage, c'est ce qu'on fait ce matin. C'est construire des nouveaux outils, apporter de la visibilité, faire des cartographies, sensibiliser. Donc, voilà, ça, c'est bien le métier premier de la VISE. On a un métier aussi d'animation de communauté. Il y a plus de 600 acteurs au niveau national qui sont animés par la VISE. Ça peut être des incubateurs accélérateurs qui sont animés dans notre communauté Émergence Accélération. Ça peut être la communauté qu'on appelle Social Value France qui permet d'animer des experts de l'évaluation d'impact. Bon, voilà, il y a plein de communautés qui sont animées par la VIS, mais donc on a ce métier d'ensemblier en fait au niveau national pour animer des écosystèmes d'acteurs. On va aussi accompagner, soit directement à travers peut-être que vous connaissez le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Donc nous, on n'est pas, c'est pas les 30 personnes à la VIS qui font tous les accompagnements DLA, puisque chaque année, c'est 6000 accompagnements qui sont faits. Mais nous, on est l'opérateur national du DLA pour s'assurer que chaque territoire est bien un DLA et qu'il y a une montée en compétences sur tous les territoires à ce sujet. Et on va aussi opérer des programmes directement. Ah. Excusez-nous, petit. Ouais, désolé, on a inversé les micros. A priori, vous allez mieux m'entendre comme ça. Désolé pour le petit bug technique. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok, donc j'en étais sur le métier d'accompagnement. On opère aussi des programmes en direct, notamment sur les questions de changement d'échelle. Donc, comment passer le cap du changement d'échelle. Il y a différents programmes qui sont opérés par la VISE. Et le dernier métier, c'est financer. Donc, on est dans le jargon, ce qu'on appelle organisme intermédiaire des fonds sociaux européens. Et donc, la VISE gère en direct une enveloppe de 70 millions d'euros de fonds sociaux européens pour financer différents appels à projets au niveau national, toujours, pas au niveau local, sur les questions d'économie sociale et solidaire au sens large. Un dernier petit mot sur notre organisation, donc c'est la slide que vous voyez à l'écran. On opère en fait à différents niveaux selon le stade d'avancement du cycle de vie, on va dire, d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc quand on dit entreprise, c'est tout statut de l'ESS, ça peut être associatif, coopératif, entreprise au sens plus commercial, mais de l'ESS. Et donc, vous voyez à l'écran comment on est structuré. On a un pôle sur les questions de création, un pôle sur les questions de consolidation qui gère le dispositif local d'accompagnement, un pôle sur les questions de changement d'échelle, dont j'ai la charge, et on a aussi deux pôles transversaux, un sur les questions d'évaluation de l'impact social, et un qui est plus sur les questions d'innovation sociale et de lien avec les territoires, de manière à s'assurer que l'ESS n'est pas hors sol, mais bien ancré sur les territoires, avec à chaque fois différents programmes qui sont déployés. Donc voilà, le petit mot pour la VIS. Dans tous les cas, si vous ne m'avez pas bien entendu sur le démarrage, je suis désolé, mais vous trouverez tout ce que j'ai dit sur avis.org, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc, ce qu'il faut retenir pour ce matin, c'est que notre métier d'outillage est très important. Et donc, la cartographie des financements européens, c'est le fruit aussi de retours qu'on a de plus en plus constants sur quels sont ces fonds, comment y accéder. Donc voilà, c'est une première étape qui n'est pas finie, mais c'est déjà un premier outil mis à disposition de tout l'écosystème. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours pour l'améliorer en continu. Voici pour mon côté, et donc je passe la parole. Merci beaucoup, Michael. Je vais passer maintenant la parole à Valérie Buzine, donc directrice du cabinet Welcome Europe, qui va faire une introduction donc, sur les bases du financement européen, essayer de
de le faire parce que c'est un exercice qui effectivement n'est pas si simple en une dizaine de minutes. Donc, merci Valérie de vous prêter au jeu. Et puis, on y va. On y va. Bonjour à toutes et tous et merci pour votre invitation, participation à ce webinaire. Donc effectivement, en quelques minutes, ça va être très rapide, mais on va essayer de couvrir un maximum de sujets. Peut-être quelques mots sur Welcome Europe. Donc on a un cabinet de conseil qui accompagnons des porteurs de projets dans l'ensemble des démarches d'accès et de gestion des fonds publics, notamment des financements publics européens. Depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc, peut-être pour commencer, en fait, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est que je vous donne un maximum, dans le temps imparti, de conseils sur la préparation et les éléments dont il faut tenir compte en amont avant de se lancer dans cette aventure qui est donc la recherche, l'accès de ces dispositifs pour la réalisation de vos projets. Donc, on va commencer déjà par une prise de connaissance, donc si on peut passer sur l'organisation de ces dispositifs. Je vous rentrerai un petit peu plus dans le détail, je pense, après au niveau des fonds. Mais déjà, ce qui est important à comprendre, c'est comment on se situe avec son projet dans cet environnement des financements européens. Donc, les fonds se répartissent dans 3 grandes familles, pour faire simple, 3 grandes familles de fonds qui donc proviennent du budget de l'Union européenne. On a donc les financements qu'on appelle les fonds sectoriels, programmes intracommunautaires, qui sont directement gérés par la Commission européenne et qui vont soutenir des projets de dimension européenne qui doivent avoir un impact le plus large possible sur l'ensemble des membres de l'Union européenne, voire au-delà, puisqu'on peut avoir aussi d'autres pays qui participent à ces dispositifs. Et la Commission, pour cela, va soutenir des projets qui sont élaborés, montés et qui vont être réalisés par des partenariats, donc des regroupements de structures qui proviennent de plusieurs États membres participant à ces programmes. Donc ça, c'est la première logique de fond. Et donc, quand on commence en fait à s'intéresser à ces dispositifs, effectivement, en fonction du projet, il va falloir donc se poser la question de l'ampleur, du dimensionnement qu'on souhaite donner à ce projet-là, avec ou sans partenaires européens, avec ou sans cette dimension, en tout cas, cette envergure européenne. La deuxième logique des financements européens qu'on retrouve beaucoup, dont on a un petit peu parlé depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les FESI aujourd'hui, donc les fonds européens structurels et d'investissement, parmi lesquels on va retrouver le Fonds social européen, donc FSE+, pour cette programmation. Donc, dans le cadre de cette logique de fonds, on est sur des aides qui proviennent donc de l'Union européenne, mais qui sont gérées sur nos territoires, donc en France principalement par des services de l'État et des conseils régionaux et des partenaires, donc la VISE en fait partie. Et ces dispositifs vont soutenir des projets de développement des territoires. Donc, on n'aura pas forcément cette recherche du partenariat européen et cette recherche de la dimension transnationale du projet. Donc, dans les FESI, on va avoir le FEDER et le FSE principalement, donc les fonds les plus connus. Et la troisième famille de fonds, ce qu'on appelle les financements de la coopération extérieure ou les dispositifs de COPEX, dans le jargon qu'on utilise au niveau de la Commission européenne. Donc là, ce sont des enveloppes de financement qui sont dédiées à soutenir des projets de coopération entre des structures de l'Union européenne et des structures qui sont à l'extérieur de nos frontières, avec une majorité de financement dédié à l'aide au développement ou l'aide humanitaire, et des programmes après, donc plutôt thématiques, qui vont couvrir des priorités de partenariat entre l'Union européenne et certaines parties du monde. Donc voilà, déjà savoir un petit peu comment on se situe par rapport à ces grandes familles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aux porteurs de projets qui souhaitent s'engager dans cette aventure? Il y a, je pense, un certain nombre de composantes, de principes de fonctionnement des fonds qu'il est nécessaire d'intégrer, de comprendre en fait quand on va se lancer pour être prêt, pour être sûr aussi d'avoir les outils, d'avoir les équipes, d'avoir les compétences en interne et donc de ne pas se trouver après en difficulté quand on sera en phase soit de candidature, soit après de réalisation.
Au niveau des dispositifs de financement public, alors on a intégré voilà, certains dispositifs donc, de fonds nationaux qui peuvent intervenir en contrepartie des financements. Vous voyez donc certains principes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui sont plutôt soit les FESI, donc les fonds européens structurels et d'investissement, soit les programmes intracommunautaires, donc directement gérés par la Commission. Donc ce qu'on propose en tout cas de bien comprendre au démarrage, avec des porteurs de projets qu'on accompagne au début, savoir comment se situer, comment se repérer parmi ces dispositifs. Donc déjà, en termes de portage, est-ce qu'on est ce qu'on appelle monodéposant? Est-ce que je vais seul chercher une subvention pour mon projet et donc pour développer une action qui correspond donc à mon activité? Donc dans ces cas-là, on sera plutôt du côté des FESI, des fonds structurels. On est donc sur des logiques d'appel à projet quand on s'intéresse à ces dispositifs. Donc, il y a toujours une procédure de candidature. Donc, qu'elle soit ce qu'on appelle ouverte en permanence, c'est-à-dire avec une date très éloignée, la fin de la programmation pour pouvoir déposer le dossier, donc un dépôt dit au fil de l'eau, soit des appels à projet ou propositions dites ponctuelles, donc avec une date de publication et une date de clôture. Dans le cadre de ces FESI, on a également donc cette particularité qui est le cofinancement, puisqu'on va rechercher une subvention, donc une aide non remboursable, mais qui va intervenir donc, vraiment en partie sur le projet. Donc, on ne va pas couvrir 100% des dépenses grâce à ce dispositif. Donc ça, c'est important d'en tenir compte assez tôt, finalement, pour anticiper la recherche d'une contrepartie, donc qui pourra intervenir via d'autres fonds nationaux, régionaux, à partir du moment où il n'y a pas de dispositif européen à l'intérieur de ces fonds nationaux, régionaux. On est dans une logique de non-cumul de fonds européens. Ça, c'est très important d'en tenir compte aussi au démarrage. Donc, les taux de cofinancement, ils sont variables selon les régions, les catégories de régions. Donc, on a 3 catégories de régions qui ont été définies sur cette programmation. Des régions les moins développées avec des taux d'intervention qui seront plus importants, des régions en transition avec des taux qui pourront aller jusqu'à 60%, et des régions donc plus développées, donc par exemple l'Île-de-France ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, surtout le côté Rhône-Alpes, où on aura donc des taux plafonnés à 40%. Et ensuite, il faut aller chercher dans l'appel à proposition le taux qui sera adapté au type de projet attendu. Donc, comme je disais, les bailleurs, donc l'interlocuteur et la structure qui va gérer le fonds, se situent de manière assez proche finalement de vous, puisqu'on est donc avec des autorités de gestion situées dans les conseils régionaux, les services d'État qui sont sur nos territoires. Pour les programmes intracommunautaires, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt sur des projets collaboratifs. Donc, c'est du partenariat qui va être majoritairement recherché dans la forme des projets soutenus par la Commission européenne. Là aussi, on est sur des appels à projets, donc avec des dates fixes. On n'a pas ou très peu, très rarement, en tout cas, des possibilités de dépôt dit au fil de l'eau au niveau de la Commission européenne. C'est plutôt des dates qui sont calées, donc un calendrier fixe à respecter. Les taux de cofinancement, puisque là aussi on est sur une contrepartie qui va être apportée par l'Europe, avec cette recherche d'effet de levier sur le démarrage de projets. Donc des cofinancements qui sont variables en fonction des programmes de financement, 50%, 60%, 80%. Donc ça, il va falloir aller rechercher la bonne information au niveau du dispositif et de l'appel à projet également. Et un besoin d'anticiper le montage du projet qui est peut-être plus important que ce qu'on va retrouver au niveau des FESI, puisqu'on a la particularité du réseau européen qu'il faut créer. Il faut développer en fait une relation de confiance avec ses partenaires. Et donc ça, si ce n'est pas déjà en place, ça peut nécessiter un petit peu plus de temps en amont et après développer un projet dans lequel chacun va s'y retrouver. Et donc après un partage aussi qui va être anticipé. L'interlocuteur ici, c'est majoritairement la Commission européenne qui peut avoir après des contacts, donc des relais, soit dans les États membres, soit au niveau des agences qu'elle va piloter. Donc voilà pour en tout cas les 2 grandes familles de fonds et pour les fonds nationaux. Donc, vous voyez les grands principes, mais pensez donc voilà qu'on peut en tout cas avoir des cumuls possibles, mais la règle étant de ne pas pouvoir avoir 2 aides européennes sur le même projet, sur la même dépense.
Voilà, donc ça c'est pour les grands principes. Ensuite, en termes d'organisation, parce que je pense que c'est une composante qui est importante au niveau de la démarche, donc de pouvoir bien s'organiser en amont. L'objectif étant pour nous de toujours optimiser bien évidemment le montant de subvention qui peut être alloué au niveau du projet pour le couvrir au maximum et de sécuriser aussi la subvention, donc d'anticiper dès le démarrage tout ce qui va être nécessaire de faire et d'encadrer pour ne pas après avoir de mauvaises surprises, notamment quand on est en phase de gestion. Tout à l'heure, donc on évoquait les contrôles. C'est vrai qu'il y en a, on est sur des fonds publics, c'est normal, mais tout cela se prépare. Donc, c'est pas forcément compliqué, c'est vraiment l'organisation de la méthode et des outils à mettre en place le plus tôt possible et de manière adaptée au projet qu'on va développer. Donc, anticiper dans la phase de candidature à la fois la publication des appels, la recherche de partenaires, des outils qui sont nécessaires, donc ça c'est très important. Pouvoir aussi intégrer des nouvelles compétences si besoin et mettre en place donc une démarche régulière. Donc ça, je pense que c'est aussi la clé de réussite qu'on peut avoir sur ces projets-là. C'est pas se dire qu'au dernier moment, on va être, entre guillemets, opportuniste et on va aller chercher la subvention. Mais non, c'est vraiment une question d'activité de projet. Donc, on anticipe et on travaille régulièrement pour formaliser un projet le plus cadré possible. Et on a continué ce suivi régulier sur toute la phase de gestion pour pouvoir continuer à communiquer aussi après avec l'interlocuteur et adapter le projet en fonction des évolutions et donc le contrat qu'on aura. Donc, vous voyez ici, en fait, les trois grandes phases d'organisation qu'on propose, en fait, et qui nous semblent en tout cas les plus adaptées, avec l'anticipation qui est très importante, ce qui va vous permettre d'avoir un projet qui est cohérent, qui est maîtrisé aussi par la structure et parce que vous êtes en capacité d'apporter. La partie de candidature, qui est donc la phase un peu technique, dans laquelle vous allez retranscrire dans le cadre imposé par le programme ce qui est développé pour votre projet, pour votre structure, en vous assurant qu'il faut du respect des différents critères. Donc tout ça va se faire aussi au fil de l'eau. Et puis la phase de gestion et de reporting, qui est donc la troisième étape, donc qui intervient après coup. Malheureusement, tout ne s'arrête pas à la signature de la convention. Il y a encore un certain chemin à faire avant de pouvoir obtenir la subvention qui nous est destinée. Et donc, il va falloir rassurer et démontrer qu'on utilise bien la subvention conformément à ce qui a été accepté dans le cadre du dossier. Et ça, c'est aussi une démarche qui se fait tout au long de la réalisation du projet. Et pour finir, voilà, je vais aller assez rapidement sur cette dernière slide. Donc, en termes d'expérience qu'on peut nous retirer de notre pratique d'accompagnement et puis de pilotage des projets, vraiment essayer de partir sur un projet qui est bien délimité pour vous et à chaque fois se poser la question, se dire, voilà, je vais proposer cette action, est-ce que je suis en capacité de la mettre en œuvre avec les moyens dont je dispose? Est-ce qu'il va falloir que j'ajoute de nouvelles compétences, de nouveaux moyens? Tout ça pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises à un moment donné, que vous ne soyez pas stoppé dans votre élan ou en difficulté parce que eh bien, quand il faudra faire, on sera pas capable de le faire. Donc ça, voilà, au démarrage, la phase d'anticipation et de préparation, elle est très importante pour bien se doter des moyens nécessaires et bien maîtriser ce qu'on va faire. Et donc, au niveau des moyens humains en interne, voilà, voir ça, il faut les associer le plus rapidement possible et être vraiment moteur aussi dans la mise en œuvre de ce projet par la suite. Il va falloir avoir de la motivation, il va falloir associer toutes les parties prenantes pour faire en sorte que ça soit une réussite, surtout sur les premiers projets qui font office de bonnes pratiques et qui vont donner après envie de faire d'autres dispositifs parce que finalement, ce sont des aides qui sont aujourd'hui assez importantes pour pouvoir développer des activités. Donc, voilà, c'est des dynamiques qui se mettent en place et donc les premières expériences vont faire en sorte que la dynamique va prendre.
Et donc penser que sur le démarrage, que ça soit sur un premier projet, peut-être qu'une approche très locale avec des fonds structurels, le FSE, le FEDER, j'ai vu une petite question passer tout à l'heure, effectivement le FEADER avec Leader, ça en fait partie. C'est des approches qui peuvent permettre voilà, d'avoir un premier niveau de projet et pourquoi pas après basculer avec une recherche de partenariat, avec un projet un petit peu plus large de dimension européenne dans lequel vous pouvez être partenaire, donc sans avoir l'ampleur et la lourdeur du consortium européen à gérer. La position de partenaire est aussi une très bonne étape pour rentrer dans le sujet et puis d'anticiper les moyens dont on a besoin, donc surtout sur des premiers dossiers, soit voilà, de former des équipes, soit de se faire accompagner aussi au démarrage pour que ces premières étapes soient des réussites et qu'après, comme je disais tout à l'heure, ça, voilà, ça vous facilite aussi le réflexe du financement européen pour vos projets sur le développement de vos activités. Voilà, j'essaie de faire vite. S'il y a des questions après, je répondrai avec plaisir et je laisse la main. Merci beaucoup Valérie. Désolée, les délais Mille. sont assez serrés et puis on pourrait y passer plutôt des heures que des quelques minutes à entrer dans le sujet, mais en tout cas, ça fait une bonne entrée en matière sur les bases du financement européen et les bonnes pratiques de l'accompagnement. Donc, merci beaucoup. Et puis, ça nous permet de faire le lien avec notre prochaine intervenante qui donc, va réaliser un zoom sur l'initiative FSE Innovation Sociale Plus et sur une partie du programme ISI, donc Armelle Ledan, consultante en affaires européenne, innovation sociale, migration et FSE, qui intervient aujourd'hui en qualité d'experte pour la COP Innovation Sociale FSE+. Armelle, nous t'écoutons. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup effectivement de m'avoir invité à ce webinaire. On va aller vite parce que je vois qu'il reste peu de temps. Donc ce sera vraiment plus pour dresser un panorama parce qu'on pourrait effectivement y passer beaucoup plus de temps. Il y a déjà plein de groupes assez incompréhensibles dans cet intitulé, innovation sociale, COP, etc. Donc je vais essayer d'écrire un peu tout ça rapidement. Mon nom de famille aussi, Ledan, si vous cherchez, il est mal écrit sous mon encadré, sous ma vignette. Donc, puisque je vais vous parler d'une initiative qui est nouvelle, l'initiative du Fonds social européen qui soutient l'innovation sociale, il me paraissait important de vous donner un tout petit peu une définition rapide de ce qu'est l'innovation sociale. Sinon, ça va être compliqué de savoir comment utiliser ces financements et qui peut y aller et pourquoi. Est-ce que je peux avoir... Voilà. Donc, je vous ai mis les deux définitions qui sont dans le règlement FSE de cette nouvelle période de programmation. On ne va pas les lire, elles sont là pour référence, innovation sociale et expérimentation sociale. Et le petit schéma en haut permet rapidement d'expliquer ce qu'est l'innovation sociale. Le démarrage, le début, la base de l'innovation sociale, c'est de répondre à un besoin social, sociétal, qui est non ou mal satisfait par le secteur public et par le secteur privé. Des exemples, il y en a 1000, des problèmes d'emploi, des problèmes de qualification, des problèmes de pauvreté énergétique, des problèmes de transition climatique, des défis sociaux et sociétaux qui ne sont pas satisfaits. Donc, il faut chercher, trouver d'autres solutions et innover. On n'innove pas juste pour le plaisir d'innover, on innove pour répondre à des besoins sociaux. Ces solutions innovantes, elles peuvent prendre la forme de services à la personne, de services au territoire, de produits, une nouvelle plateforme en ligne, des services en matière de santé, des boutons d'urgence, que sais-je, des nouveaux modèles, des nouvelles approches. Et ce qui distingue l'innovation sociale dans la grande famille de l'innovation tech, de l'innovation organisationnelle, etc., c'est qu'en fait, l'objectif ultime, c'est de produire un changement social positif. C'est pas de produire de la valeur économique, c'est pas de produire une nouvelle technologie, même si ce sont des composantes, ce sont des effets indirects. Vraiment, l'objectif premier, c'est de créer un changement social positif pour les personnes, pour les territoires, pour les organisations. En résumé, leur situation en termes de conditions de vie et de conditions de travail est meilleure après l'intervention qu'avant. Voilà, ça c'est pour faire très très vite sur l'innovation sociale et l'expérimentation sociale. L'expérimentation sociale étant plus scientifique au sens médical du terme, puisque c'est de là que ça vient.
on teste à très très petite échelle avec un groupe de contrôle. On a une évaluation très pointue, très rigoureuse pour pouvoir démontrer avec des preuves à l'appui après l'intervention qu'elle est plus efficace et meilleure que ce qui existait auparavant. Voilà, ça c'était la base très rapidement posée. Donc, l'innovation sociale dont je viens de parler, parce que les défis auxquels on est confronté aujourd'hui en Europe, en général, dans nos pays, dans nos régions, sont brûlants, sont importants, existent et sont mal satisfaits ou sont nouveaux parce que tout s'accélère. Donc, il est vraiment nécessaire, effectivement, de trouver des solutions à ces défis, à ces enjeux. Aujourd'hui, je vais me centrer sur la partie de droite, qui est en verte, sur la gestion directe. Mais je crois que c'est important, et merci Valérie Buzine d'avoir posé le décor auparavant, de comprendre qu'il y a vraiment deux grands modes de gestion des fonds européens. Un mode de gestion direct, géré directement par la Commission européenne et les services de la Commission européenne, et un mode de gestion qui est indirect, c'est-à-dire que les budgets sont d'abord transférés aux États membres dans des programmes avec des budgets et des priorités. Et que ça donne vraiment deux modes de gestion totalement différents, avec des appels d'un côté qui se font au niveau de l'État membre, national, régional, voire local, et de l'autre côté qui sont des appels au niveau européen, et vous aurez des liens par la suite pour les trouver. Donc, la grosse différence, c'est qu'effectivement, on ne répond pas aux mêmes défis, on ne répond pas aux mêmes enjeux. Et au niveau européen, je vais prendre un exemple très simple, l'enjeu de la migration. Il est vrai dans tous les pays, mais il est variable en fonction des contextes. Les pays qui sont en première ligne et qui accueillent les migrants n'ont pas la même situation et pas les mêmes besoins que les pays plus au nord ou les pays de transition comme l'Allemagne ou la France. Donc, on n'a pas du tout le même mode de gestion. Alors, je vais aller vite parce que ça a déjà été bien expliqué et bien défini dans la présentation précédente. Mais moi, je vais simplement me centrer sur le Fonds social européen, à savoir donc que les programmes du Fonds social européen sont pas toujours régionaux. Au contraire, d'ailleurs, ils sont souvent gérés par les États membres et sont des programmes nationaux parce que ce sont des enjeux nationaux et des politiques nationales, les politiques de l'emploi, les politiques de mise à jour des compétences. Les compétences en France sont très partagées, mais on a par exemple en France un programme national FSE+. Et on a des programmes qui sont ensuite gérés aussi par les conseils régionaux. Ça donne des appels à projets nationaux ou régionaux ou par des organismes intermédiaires comme la VISE. Et donc, dans ces programmes, vous avez les montants au niveau de l'Union européenne, c'est 95 milliards, d'accord, le FSE, donc c'est quand même pas rien. Et au niveau de la France, c'est 6,7 milliards, en tout et pour tout. Si je me centre et si on se centre et qu'on regarde ce qui est dédié au financement de l'innovation sociale, il y a une nouveauté, c'est que dans cette programmation actuelle, on a imposé à chaque État d'avoir dans au moins un programme une priorité dédiée à l'innovation sociale. Donc ça montre le, le, le besoin et l'urgence, et donc tous les États membres ont dû mettre au moins une priorité. En France, dans le programme national, c'est la priorité 6. Ça rend l'intervention plus visible. Je reviens à ce que disait le premier intervenant dans son mot d'accueil, on arrive comme ça à évaluer le montant qui est alloué à l'innovation sociale et qui sont les acteurs, puisqu'aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire. Vous êtes les acteurs de l'ESS ici, mais l'innovation sociale, ça peut aussi être porté par des acteurs publics, par des initiatives citoyennes, voire même par des acteurs privés, et en fait, très souvent par des partenariats qui associent tous ces acteurs. Mais l'ESS est un terreau particulièrement fertile pour l'innovation. Donc, on a cette priorité, on a plus de financement et surtout, on a un taux de cofinancement à 95%, ce qui fait que même si on n'a pas de politique d'innovation sociale, même si on a peu de budget public dans son État membre, ce qui est le cas dans les 27, on n'a pas tous le même niveau de développement, on peut quand même bénéficier, on peut quand même monter des projets puisqu'on a 95% de financement de son projet par le Fonds social européen. Et donc, vous pouvez aussi financer vos projets socialement innovants par le biais des programmes régionaux, FSE+, et parfois et souvent FSE+, et FEDER, sachant qu'il y a une région qui a cette priorité, c'est la région Hauts-de-France, mais que dans les autres programmes régionaux, on aura un taux de cofinancement inférieur, mais on peut financer de l'innovation sociale qui répond au groupe cible et à la thématique. Donc ça, c'est la plus grosse partie, le volume le plus important de l'argent qui est géré de façon directe. Et là, maintenant, on va se concentrer
sur quelque chose auquel vous avez peut-être moins, il y a moins de réflexes parce que ça paraît plus compliqué, mais ce qui est géré directement par l'Union européenne. Et donc, avec du Fonds social européen, dans cette nouvelle programmation, on finance deux choses. On finance à gauche la partie qui est un peu verte, cette nouvelle initiative FSE+, qui soutient l'innovation sociale, partant d'un constat, c'est qu'en fait, il y a plein de projets socialement innovants en Europe, vraiment, avec des résultats qui sont super intéressants et qui sont prouvés et testés. Mais très souvent, ces résultats, ils sont pas utilisés et ça reste isolé, fragmenté, et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a un investissement énorme et parce que ce sont des solutions qui pourraient servir à d'autres. Et c'est ce qu'on met derrière ces mots de transfert, duplication, essaimage, diffusion, changement d'échelle. C'est comment on fait quand on a trouvé une bonne solution pour, je caricature, 1000 personnes, alors que les besoins sont de 100 000 personnes, ou sur une région, alors que les besoins sont les mêmes sur tout le territoire national, comment est-ce qu'on fait pour ensuite étendre cette solution et l'adapter à un territoire, à un contexte plus large, y compris de pays à pays. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de cette initiative, c'est vraiment d'essayer de soutenir ce changement d'échelle. Vous avez une bonne solution, ça marche, ok. Il y a d'autres gens qui peuvent l'utiliser. Et pour ça, on a deux axes d'intervention. Vous avez des subventions européennes qui sont gérées par ce fonds européen, cette agence européenne pour l'innovation sociale, pour laquelle je travaille, qui est basée à Vilnius en Lituanie, et qui lance régulièrement des appels à projets de niveau européen. Donc, comme le disait Valérie Buzine tout à l'heure, qui sont des projets transnationaux. On n'est pas seul, on est au moins deux États membres, très souvent trois ou quatre, avec l'objectif de travailler ensemble, sachant que l'un a trouvé une bonne solution, l'autre a une méthodologie intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour justement faire de l'échange de bonnes pratiques, tout simplement. Donc ça, c'est de l'argent, ce sont des subventions. Et de l'autre côté, on a ce centre européen de compétences qui est nouvellement créé et qui travaille avec les centres nationaux de compétences, la VISE étant le centre national de compétences pour la France, il y en a donc 27. Et là, ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'apprentissage mutuel et on essaye de voir quelles sont les méthodes, et quels sont les freins et quels sont les obstacles aussi qui font qu'on a du mal parfois à utiliser ces fonds. Donc, on se pose beaucoup de questions sur les petits porteurs de projets, comment est-ce qu'ils peuvent accéder plus facilement au financement européen. On sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a des problèmes de préfinancement, on sait qu'il y a des problèmes de recherche de partenaires. Comment est-ce qu'on évalue un projet d'innovation sociale? Il y a plein de questions qui se posent. On les travaille ensemble parce que vous avez le modèle français, mais sachez que dans d'autres pays, ils font autrement et que du coup, ce sont ces discussions et ces échanges transnationaux qui permettent à chacun de trouver de nouvelles idées. Ah tiens, ici, au moment de la fabrication de notre programme, on travaillait effectivement avec l'autorité de gestion d'audit nationale pour leur dire, ben, nous, on va financer l'innovation sociale. Ça va pas être pareil, vous pouvez pas appliquer les mêmes règles au moment de l'audit. Voilà, ça peut faciliter les choses. Il y a des pays qui préfinancent beaucoup plus qu'à 30% de la subvention. C'est possible aussi. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on fait. En termes d'apprentissage mutuel, c'est essentiellement avec les autorités de gestion nationales et les centres de compétences. Et donc ça, c'est une grosse partie de ce que je fais. Et la dernière partie, j'irai vite, c'est le programme EASY qui est aussi géré directement par la Commission européenne, par la DG Emploi, qui finance de l'expérimentation sociale avec des appels à projets aussi de niveau européen. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? J'ai l'impression d'aller très vite. Je vais très vite. Et j'en suis désolée, mais vous pourrez me contacter pour avoir plus si vous avez des questions par la suite. Donc, je reviens sur cette partie, donc cette initiative FSE+, innovation sociale. Et je vous ai dit qu'il y avait deux grands axes. Les appels à projets dont je parlais. Il y en a à peu près un par an. Je l'ai dit, transfert ou changement d'échelle. Je peux vous donner des exemples. Et en fait, on cherche vraiment à conceptualiser et valider des approches innovantes à travers l'Europe. C'est vraiment important l'aspect validation et vérification des résultats. Évidemment, on ne va pas transférer un projet dont on n'est pas certain qu'il fonctionne bien. Et si vous voulez convaincre des financeurs publics de vous financer pour soutenir votre projet ou pour le faire grandir, il vaut mieux effectivement arriver avec des j'allais dire des evidence, ça c'est en anglais, avec des preuves, avec des résultats avérés
Euh, je crois que dans d'autres domaines de l'innovation technologique, par exemple, ça ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un d'aller voir un banquier ou un financeur sans apporter la preuve que son innovation technologique, elle fonctionne. C'est la même chose dans le domaine social, mais c'est plus compliqué à démontrer. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Tout ce qui est en caractère italique sont des appels à projets européens qui sont clôturés. C'est juste pour vous montrer un peu les thématiques qu'on peut traiter, les conséquences sociales de la guerre en Ukraine, les jeunes défavorisés en décrochage scolaire. Celle qui est en cours, mais qui finit bientôt début juillet, c'est la lutte contre le chômage de longue durée. Et vous avez, en tant que Français, sûrement entendu parler de territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une des initiatives qui, aujourd'hui, qu'on essaye de dupliquer dans d'autres pays européens parce qu'elle fonctionne bien. Donc, on va essayer de l'adapter à d'autres contextes et à d'autres pays européens qui sont très intéressés par l'approche. Le Centre européen de compétences donc, où je travaille, là, on va très vite, ça vous concerne moins parce qu'il y a moins d'accès à des financements. Voilà, sachez juste que ce sont vos autorités de gestion qui font en sorte de mieux travailler et de vous donner un meilleur accès au financement. Il y a 6 réseaux qu'on appelle des communautés de pratique. Celle dont je m'occupe, elle est tout en haut à droite sur l'innovation sociale. Et vous voyez qu'il y en a qui sont plus thématiques, emploi, éducation, compétences, inclusion sociale. Ils travaillent beaucoup sur le sans-abrisme, la lutte contre la pauvreté, le soutien matériel, le FEAD, ex-FEAD, et l'intégration des migrants. Une chose importante, je veux travailler au niveau européen, mais j'ai jamais travaillé avec des partenaires européens. Il existe aujourd'hui une base de données qui s'appelle SIM, Social Innovation Match, qui en est à ses débuts, mais il y a déjà 225 projets européens qui sont des bonnes pratiques, même si j'aime pas le terme. En tout cas, ce sont des exemples et des pratiques inspirantes d'innovation sociale. Donc, si vous, au niveau, dans votre organisation, territoire, au niveau local, régional ou national, vous savez quel est votre problème, vous avez identifié votre besoin, il y a des filtres et vous pouvez aller voir dans d'autres pays, trouver d'autres projets qui ont fait face à ce même problème et qui ont trouvé des solutions. Elles seront peut-être pas adaptables, elles seront peut-être pas correctes pour vous. Il n'y a pas de copier-coller de toute manière, mais ça pourra vous donner l'occasion de trouver des solutions qui existent déjà, de pas démarrer de rien. Ça fait gagner du temps et de l'argent. Et peut-être de faire un partenariat, de créer un partenariat avec ces organisations étrangères donc, dans cette base de données, vous trouvez des projets et des acteurs. Et vous pouvez aussi passer par la VIS qui connaît et qui est dans ces réseaux européens et qui peut vous aider. Et donc, pour aller plus loin, en bas, sous chaque slide, je vous ai mis il y a des liens, en fait, derrière mes petits pour aller plus loin. J'en ai une dernière et je vais très vite. Ce temps est terrible. Donc, EASY, c'est l'expérimentation sociale. C'est ce que je disais, on teste à petite échelle de façon très rigoureuse et on valide les résultats avant de les transférer. On mesure l'impact social, c'est une grosse problématique. C'est une approche partenariale au sens où on ne fait pas de l'innovation sociale tout seul, c'est toujours collaboratif, toujours. On n'est pas tout seul derrière son ordinateur, même s'il y a un lead et quelqu'un qui a une idée au départ. Mais en plus, là, de la coopération entre acteurs du secteur privé, public, académique et citoyen, ce qui est important dans l'innovation sociale, c'est que c'est centré sur l'usager, le bénéficiaire, qui doit être là à toutes les étapes. C'est que dans ces appels à projets européens, évidemment, on favorise la coopération transnationale. Et donc, il faut plusieurs pays, au moins 2. Ici, c'est l'Union européenne, mais c'est aussi l'espace économique européen et les pays candidats. Donc, ça va plus loin. Si vous avez des partenariats de voisinage, de jumelage, que vous avez des contacts, EASY est ouvert à ces partenariats. De nouveau, je vous ai mis des exemples. Il y en a à peu près un par an. C'est du financement qui est souvent proche de 100% aussi, quand même, il faut le savoir, c'est pas neutre. Ce sont des projets qui durent 2 à 3 ans. Et en ce moment, par exemple, le thème, c'est la performance d'impact pour les acteurs du marché à l'investissement, de l'investissement à impact social. Mais on a travaillé auparavant sur la transition verte et numérique, sur le combat contre le sans-abrisme, sur le revenu minimum, avec, je vous ai mis un exemple de projet, un toit sur la tête. Donc voilà, il y a généralement entre 6 et 10 projets transnationaux qui sont sélectionnés, qui travaillent pendant 2 3 ans en transnational, qui valident leurs résultats et ensuite il faut aller voir ce qu'ils ont fait et les utiliser parce que c'est vraiment important de ne pas laisser des solutions qui fonctionnent se perdre. C'est de l'argent public et les besoins sont urgents et sont nombreux. Donc voilà, moi j'incite tout le monde à aller voir. En dessous, vous avez
le point de contact easy, des fiches projets qui expliquent ce qu'est le projet, un guide pratique qui a été traduit en français, parce que tout ce dont je vous parle très souvent est en anglais quand vous avez accès au site de la Commission européenne. Et je m'arrêterai parce que je voudrais laisser un tout petit peu de temps, pardon, pour le temps. Merci beaucoup, Armel. Effectivement, on est assez court dans les délais, mais ça nous semblait important un petit peu d'évoquer toutes ces initiatives et de faire ce Zoom. J'en profite donc pour dire qu'on est un petit peu en retard, donc on va rallonger le webinaire d'une quinzaine de minutes pour celles et ceux qui peuvent rester parmi nous. Et pour effectivement avoir le temps d'avoir le retour d'expérience de Bernadette Oueguera qui interviendra juste après moi. Donc, je vais être assez brève et synthétique sur la publication de la cartographie et de ses fiches pratiques. Donc, le lien auquel le document est disponible vous sera transmis à l'issue du webinaire. Et il est donc disponible sur le portail avis.org. Donc, pour aller assez vite, la cartographie et les fiches pratiques se présentent en trois grandes parties. Donc, la première partie, ça va vraiment être la cartographie en tant que telle, qui est donc présentée par domaine d'intervention sur votre gauche, et puis en distinguant fonds européens structurels, sectoriels et garantis sur la droite. Donc, je ne reviens pas sur la distinction structurelle, sectorielle, puisque on l'a vu dans les précédentes interventions. La légende en bas à gauche vous permet de distinguer les réponses individuelles qui sont possibles de manière individuelle, monostructurelle, ou bien si elles nécessitent une réponse en consortium de 2 à 3 partenaires, donc souvent qui représentent à minima 2 pays membres différents, ou bien si cette réponse en consortium est totalement obligatoire. Voilà, donc ça, vous pourrez y accéder prochainement. Et j'en profite également pour rappeler que le support sera transmis, donc vous pourrez aussi consulter les slides plus en détail a posteriori. La seconde partie donc, concerne plutôt une introduction au financement européen, un petit peu comme la première intervention, qui vous permet de cadrer, de mieux connaître le fonctionnement des financements européens, avec en premier lieu le fonctionnement du cadre financier pluriannuel ou la programmation, là en l'occurrence 2021-2027 de l'Union européenne, et puis également d'autres fiches qui vous permettent d'accéder à des conseils et bonnes pratiques pour vous repérer, notamment là, comme l'exemple qui s'affiche à votre écran, donc à qui s'adresser à l'échelle européenne. Donc, on a évoqué la plateforme Funding and Tenders à l'instant, donc qui est le site de la Commission européenne, sur lequel vous pouvez effectuer la veille des appels à projets, des appels d'offres disponibles. Mais il y a également d'autres plateformes d'information, à l'exemple de Social Economy Gateway, qui, lui, va plutôt se concentrer sur l'actualité de l'économie sociale de l'ensemble de l'Union européenne, sur lequel vous pouvez trouver pas mal d'informations. Voilà, donc vous avez plusieurs fiches dans cette partie introductive qui vous permettent de vous repérer, et également sur les modalités de candidature, et puis à qui s'adresser aussi à l'échelle nationale. Enfin, la troisième partie de la cartographie concerne les fiches pratiques. Donc, chaque fonds qui est présenté dans la cartographie possède une fiche pratique qui résume et reprend les mêmes informations qui permettent donc aux acteurs qui lisent le document de s'informer au mieux et ensuite d'aller plus loin, donc à savoir la nature des actions financées par le fonds ou le programme, l'éligibilité, les conditions d'éligibilité, l'interlocuteur à l'échelle nationale, et puis les informations pratiques sur les modalités de financement et de candidature. Le petit encart en bas à droite en jaune vous permet d'aller plus loin en consultant les ressources que nous avons mis à disposition si vous souhaitez en savoir plus sur le financement en question. L'AVIS a également réalisé des portraits inspirants avec des structures qui ont déjà bénéficié de financement européen pour donner des informations
encore plus concrètes aux personnes intéressées, donc à savoir la nature du projet financé, la portée géographique, le montant. Et en l'occurrence, donc l'association Icambéré s'est prêtée à l'exercice. Donc vous pourrez également retrouver le portrait inspirant de l'obtention du financement famille, donc Fonds Asile, Migration et Intégration, comme celui que vous voyez à l'écran, dont bénéficie l'association depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Bernadette Rueguera, qui est la directrice de l'association, qui va pouvoir nous faire ce retour d'expérience en direct. Donc Bernadette, je vais vous passer la parole et on vous écoute. Alors, bonjour à tous et à tous et à toutes. Voilà, je suis Bernadette Rueguera, je suis directrice et fondatrice de l'association Icambéré. Donc, Icambéré, c'est 3 maisons. On existe depuis 27 ans. On a des actions d'accueil et d'accompagnement, donc prise en charge globale. Nous avons aussi des actions hors les murs et nous avons aussi des actions du partage de savoir-faire. Donc, dans les actions d'accueil et d'accompagnement, nous avons accueilli 600 femmes. Nous avons 3 maisons à Saint-Denis, à Ivry-sur-Seine et dans la maison reposante. Et nous avons 2500 personnes que nous avons sensibilisées dans les actions extérieures. Et nous avons formé 600 professionnels de santé. En fait, nous avons créé des outils, réponse pour elle et réponse pour lui, pour sensibiliser les professionnels de santé à aborder la question de santé sexuelle. Donc, nous les formons donc sur cette thématique. Voilà, donc on fait beaucoup de choses et on a 10 000 repas partagés, on fait des colis alimentaires, on fait en fait une prise en charge globale qui est centrée sur la personne. Je pense qu'au fur et à mesure, on reviendra sur ça. Voilà, notre budget, c'est un budget de 2,5 millions. Voilà les 3 maisons. Icambéré Saint-Denis, prise en charge globale des femmes vivant avec le VIH. Icambéré Idikari, la maison apaisante, prise en charge globale des femmes vivant avec une maladie chronique, diabète, obésité, hypertension artérielle. Et la maison reposante, qui est une maison qui accueille des femmes qui sont accompagnées dans les 3 maisons pour les vacances. Une semaine sur 2, on a un groupe de femmes qui peut aller jusqu'à 8 femmes pour se reposer et en même temps, elles font des activités. Alors, pour mettre en place Idikari, nous avons fait une étude de développement. Nous avons fait faire des études qui nous ont permis en fait de savoir que notre méthodologie pouvait s'adapter à d'autres pathologies. C'est pour cela que nous avons mis en place cette maison Idikari. Et cette maison pourra aussi s'ouvrir aussi dans les Hauts-de-France. Voilà. Icambéré, c'est vraiment un modèle innovant pour permettre à toutes les personnes qui sont dans la précarité de prétendre à des soins comme tout le monde. Voilà. Et nous travaillons beaucoup sur l'employment, nous travaillons aussi sur la pérédance et nous travaillons aussi avec la pyramide de Maslow qui nous permet en fait d'accompagner les personnes dans la prise en charge globale, de commencer par les besoins physiologiques, repas partagés, les colis, les aides matérielles et financières, en passant par une mise à l'abri, besoin de sécurité, besoin d'amour et d'appartenance, besoin d'estime et de soi, pour enfin arriver aux besoins d'accomplissement. Donc, dans ces projets, dans ces besoins, le Fonds européen finance le besoin d'accomplissement qui est un projet d'insertion professionnelle. Nous finance aussi le projet d'accueil et d'accompagnement. Nous avons aussi, dans les besoins de sécurité, nous avons des appartements passerelles. Le fonds européen, qui est le FAMI, nous finance aussi des appartements passerelles. Ce fonds nous finance également les formations que nous faisons donc à l'extérieur. Voilà. Voilà. Voilà les projets qui sont financés dans les 2 centres accueil et accompagnement à Ivry-sur-Seine.
C'est un accueil de jour, comme j'expliquais tout à l'heure. Quand une femme arrive, elle est souvent envoyée par les médecins. On passe de la base, en fait, de savoir est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a la possibilité de manger, est-ce qu'elle a la possibilité de se prendre en charge. On continue la pyramide en essayant vraiment de l'accompagner vers l'autonomie. Voilà. Le projet d'insertion professionnelle, les femmes qu'on accompagne ont beaucoup de compétences. D'ailleurs, un tiers de l'équipe, un tiers de mon équipe, nous sommes 35 salariés, un tiers de l'équipe sont des personnes qui étaient des anciennes bénéficiaires. Ce sont des personnes qui ont des compétences et nous les accompagnons à avoir un projet professionnel pour pouvoir être autonome, donc accéder à l'autonomie. Nous avons 5 appartements de 3 pièces. Dans chaque appartement, on peut mettre 2 femmes qui partagent l'appartement. On va du 115 en fait au définitif. Ça veut dire que nous, les femmes qu'on prend, ce sont des femmes qui sont dans la rue la plupart du temps et qui sont très malades. Et la commission décide de les mettre dans les appartements passerelles. Elles font un contrat de 6 mois renouvelable jusqu'à 24 mois, mais souvent on dépasse les 24 mois parce que quand on les sort, il faut qu'elles aillent dans les logements définitifs. Aller dans le logement, ça veut dire que ces femmes sont déjà dans le besoin d'accomplissement ou déjà à leur travail et qu'elles ont vraiment, qu'elles sont capables d'avoir leur maison et de payer des loyers. Évidemment, notre maison reposante aussi est financée, et donc par les familles. Et puis, les formations que nous faisons à travers toute la France, aux Antilles également, cette formation aussi est financée par les familles. Voilà. Et le famille nous finance donc là, on est depuis 2021-2027 là, et le financement de 2025, 26, 27, qu'est-ce que je raconte? Donc, 21, 23, 24, pardon. 21, 23, 24. Notre financement, c'est 1 148 000, donc sur les 3 années. Voilà, à la signature de la convention, 229 000 nous ont été versés. Donc, c'est une convention pluriannuelle. Donc, mon retour d'expérience que je peux vous partager, c'est que la première chose, en fait, qui est le dernier point qu'on a mis, il faut collaborer avec les équipes du ministère de l'Intérieur pour la constitution du dossier, qui sont toujours disponibles pour nous accompagner. Il faut vraiment avoir des outils. Nous avons mis en place un outil Logus qui nous permet en fait de savoir quel est le public éligible et le public non éligible. Et nous, dans le dossier, nous mettons justement un public qui est éligible, qui est un public qui est régularisé, en situation régulière. Donc, les personnes non régularisées ne peuvent pas être éligibles. Donc, nous disposons donc des outils qui nous permettent aussi, nous avons un outil Airtable qui nous permet aussi de savoir quels sont les financements qui sont des cofinancements à ce fonds européen. Nous avons aussi une équipe pérenne qui suit les projets. Et c'est un travail vraiment de fourmi parce qu'il faut toujours signer, il faut tout justifier, il faut toujours tout suivre. Et voilà, mais c'est important d'avoir ce fonds. C'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça nous permet, nous, de peaufiner aussi les projets. Et je pense que les personnes qui ne sont pas encore financées ou qui n'ont pas encore osé, il faut oser franchir le pas. C'est une bouffée d'oxygène. Évidemment, il faut avoir des fonds pour les avancer, mais quand ça arrive, c'est une bouffée d'oxygène pour nos associations. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout dit, mais après, je pense que Marina pourra vous envoyer tout. Oui, merci beaucoup Bernadette. Désolée pour ce temps très réduit, très court, mais effectivement, on transmettra les contacts de l'ensemble des intervenants via le support de présentation que vous recevrez donc à l'issue du webinaire. Donc on a un petit peu dépassé le temps initial, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de prendre quelques questions très rapidement et puis pour celles qui n'auront pas eu le temps d'être traitées, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, pour toute question brûlante, les équipes de la VIS se chargeront de vous répondre. Donc, je vais
prendre. Donc, on a plusieurs questions qui sont revenues autour de la solidarité internationale. Donc, en l'occurrence, là, si je lis, est-ce que ces fonds sont dédiés à des organisations de l'ESS qui œuvrent dans l'international aussi ou dans la solidarité internationale, ou est-ce qu'il s'agit uniquement de fonds pour des projets en Europe? Euh, Peut-être question qui s'adresserait plutôt à Valérie ou Armel. Euh, J'y vais. Pour Euh, mon micro, je peux commencer sur la partie européenne. Et puis, si vous voulez, Valérie, parce qu'il y a ouais, les fonds de coopération extérieure que j'ai ouais. pratiqué aussi, mais c'est moins mon domaine. Euh, Quand on parle d'appels à projets européens, comme je l'ai fait tout à l'heure, ceux qui sont lancés par ESFA, donc cette agence lituanienne, et ceux qui sont lancés dans le cadre de EASY par la Commission européenne, directement. C'est vrai que c'est le cadre de l'Union européenne plus les pays candidats et on n'est pas sur la coopération extérieure. Donc, quand on dit solidarité internationale, ça dépend jusqu'où vous allez. Et la liste des pays est indiquée dans les appels à projets. Mais on est quand même au-delà des 27 États membres stricto sensu dans ces deux cas, puisqu'on a l'espace économique européen, les pays candidats et quelques autres pays, parfois d'une logique de voisinage, mais c'est quand même assez rare. Mais il faut regarder, ça dépend du pays. Oui, donc pour compléter sur la coopération extérieure, donc c'est une logique dont on n'a pas forcément parlé là, qui est vraiment un petit peu à part. On a des dispositifs en fait qui vont soutenir des projets de solidarité plutôt internationale, comme on disait, donc que ce soit de l'aide humanitaire ou des projets thématiques. On est plus large que le périmètre de l'Union européenne. Euh, c'est ouvert en fait à tout type de structure. C'est vraiment la nature de projet qui va faire qu'on va pouvoir s'inscrire dans ce type de dispositif. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez des actions qui s'inscrivent dans d'autres États que l'Union européenne, ça peut être aussi intéressant de regarder ce que l'Union européenne propose en termes de dispositifs de financement. Donc donc sur la Commission européenne, c'est la plateforme Europaid qui va vous permettre de retrouver ces dispositifs ou d'entrer directement en contact avec les services de la Commission ou les délégations aussi de la Commission dans les pays avec lesquels vous travaillez qui vont gérer ces fonds. Il y a énormément d'aides en fait qui sont pas forcément connues et dont on parle pas, mais qui peuvent couvrir Oui. aussi ce type de projet. Oui, absolument. Et simplement, dans le support de présentation, il y a un lien, je ne sais plus si je l'ai traduit, mais en gros, c'est le portail des appels à projets et des offres de la Commission européenne. Vous avez des filtres et vous pouvez sélectionner par période, par type de programme, et vous verrez justement qu'il y a aussi les programmes qui permettent de financer de la coopération extérieure, comme on dit. Merci beaucoup. Et effectivement, la plateforme Funding and Tenders est aussi, le lien de redirection est aussi disponible dans la cartographie, donc, et ses fiches pratiques. Une question peut-être pour Bernadette, en tant que porteur de projet. Donc, pourrait-on avoir une idée de planning de l'idéation à l'aversement des fonds et du temps moyen passé par dossier, selon votre retour d'expérience? Alors, le famille, quand on signe la convention, on vous verse déjà 20% de la subvention. Voilà. C'est les 229 000 que nous avons reçus. Après là, nous avons fait la demande d'acompte. Ça veut dire que nous avons fait un rapport sur les 2 années, 22, 21, 22. Nous avons déjà envoyé le rapport et nous attendons donc l'acompte. Mais c'est un travail de contrôle, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas encore reçu cet acompte. Et là, pour le 30 juin, nous devons demander le solde. Donc, nous devons faire aussi le bilan pour le 2023. Et donc, on n'a pas encore reçu l'argent que nous devons avoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre subvention, la convention nous donne 1 148 000, mais cela ne dit pas que nous aurons cet 1 million. Parce que ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, nous aussi, nous avons continué à faire des demandes de subvention. Et en même temps, lors du contrôle, on va voir les cofinancements. Si on en a eu de plus, c'est sûr qu'on ne va pas, voilà, la subvention peut diminuer.
En même temps, si nous n'avons pas pu, par exemple, justifier une mise en concurrence, cette subvention, on ne l'aura pas. Mais on espère en avoir beaucoup. Donc, le temps, il est long. Ça, je pense qu'il faut le dire. Il est long, notamment pour le solde, parce qu'il faut contrôler, tout contrôler, bien contrôler, vérifier la dépense, vérifier aussi la correspondance sur la banque et vérifier aussi, par exemple, si nous avons des femmes à la maison reposante, admettons, nous payons par exemple une femme de ménage. On va voir la fiche de paie de la femme de ménage, on va voir la fiche d'émergement des femmes qui étaient là quand cette femme de ménage était là, on va voir ce qu'on a versé, on va voir à la banque quand est-ce que c'est sorti. C'est très pointillé, mais je pense qu'on peut le faire, on peut y arriver. C'est facile à faire. C'est pas facile, mais on peut le faire. Voilà, c'est pas difficile en fait. Merci Mais ça beaucoup. demande du temps. Ça demande du temps. Merci. Bon, il y a encore pas mal de questions, mais malheureusement, là, on est vraiment hors des délais. Donc, je suis désolée, on va devoir clôturer ce webinaire. J'en profite quand même pour vous rappeler que vous pourrez retrouver donc, la cartographie et ses fiches pratiques, ainsi que les portraits inspirants des associations qui ont bénéficié de financement européen sur le portail davis.org et l'ensemble du support des intervenantes et intervenants, ainsi que leur contact dans le support qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Donc, j'en profite pour remercier nos intervenantes et intervenants aujourd'hui, ainsi que l'équipe Avise qui était donc à mes côtés pour animer et modérer ce webinaire. Lorsque vous allez quitter le webinaire, un questionnaire de satisfaction va s'afficher à l'écran. Donc, on vous remercie par avance de prendre le temps de répondre à ces quelques questions. C'est assez rapide. Ça nous permet de nous améliorer. On vous remercie. On se souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.